Bonjour à toutes et à tous. 50e vélo podcast un peu spécial aujourd'hui avec un champion olympique, avec Audrey Cordon-Rago et Patrick Lefebvre au centre des discussions. Le 50e vélo podcast. Profitez bien, on se retrouve dans quelques jours avec Liège-Bastogne-Liège pour le débrief. Bon podcast. Patrice et Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Et on commence ce vélo podcast avec un invité spécial, quelqu'un qui a tout gagné dans sa catégorie et qui vise Paris 2024, c'est déjà demain. Florian Joigny est avec nous. Bonjour Florian. Bonjour Guillaume, ravi d'être parmi vous. Merci de venir dans Vélo Podcast. On va parler un peu avec toi de ce début de saison qui arrive déjà dans quelques jours pour toi, mais on va revenir un petit peu sur ton histoire aussi. Déjà poser un petit peu les choses. On va remettre l'église au milieu du village, comme on dit, avec toi Florian. Pour rappeler ton palmarès, dire que tu es champion olympique de paracyclisme à Tokyo, c'était dans la course en ligne, tu fais médaille d'argent au relais, médaille de bronze au contre-la-montre, tu es champion du monde 2022 au Canada de la course en ligne et du relais, tu fais deuxième au contre-la-montre, champion d'Europe de contre-la-montre et de relais et tu fais deuxième de la course en ligne, tout ça c'était en 2022 pour le championnat du monde et championnat d'Europe et tu es aussi en 2022 plusieurs fois vainqueur de manche de Coupe du Monde et tu es aussi multiple champion de France. Ça déjà, Florian, ça pose un homme. Tu as déjà félicitations pour tout ce que tu as pu faire parce que franchement, rien que de dire ça, c'est assez impressionnant. Ah bah merci beaucoup. C'est vrai que les deux dernières années ont été assez prolifiques en termes de résultats, donc j'espère que ça va durer. Tu as 31 ans, tu es originaire de Grenoble, on va dire, même si sur ta fiche il y a marqué originaire d'Échirolles. Non, on va dire bourdoisan plutôt. Parce que sinon... bourdoisan, attention, oula. Voilà, sinon ils vont pas être contents, les Bourcas, donc bourdoisan au pied de l'Alpe d'Huez. Bon, alors ça déjà... Au pied de l'Alpe d'Huez, ça veut dire que tu as déjà une prédisposition pour le cyclisme. On va quand même rappeler ton histoire déjà. Tu évolues aujourd'hui dans la catégorie H2, de ce que j'ai pu voir. H2, ça veut dire quoi au final? Explique-nous. Voilà, alors dans le handisport, en fait, on a différentes catégories en fonction du handicap qu'on a. Et donc, pour faire simple, H2, ça correspond à un handicap au niveau des 4 membres. C'est-à-dire que j'ai pas de motricité au niveau des jambes et au niveau des mains. J'ai quelques séquelles qui font que j'ai un manque de préhension, mais j'arrive à me servir de mes bras et à forcer avec mes bras pour faire avancer mon vélo. Donc aujourd'hui, ton vélo, très sincèrement, on te croise à l'entraînement, ton vélo ressemble à quoi? Globalement, je suis couché. Je suis couché sur la route, j'ai 3 roues, une roue avant qui est motrice et 2 roues à l'arrière. Et mon vélo il est tout en carbone, c'est assez léger, je suis au ras du sol et voilà, je pédale avec les deux bras synchronisés. Tu as toujours été passionné de cyclisme? Alors j'ai toujours suivi le vélo avec beaucoup de ferveur. J'ai toujours adoré le cyclisme. J'ai pas mal pratiqué simplement en loisir pendant mes jeunes années, que ce soit du VTT, du vélo de route. Et puis j'ai eu un accident un jour et j'ai découvert le handbike, donc ce vélo couché. Et puis voilà, j'ai vraiment accroché avec ça et j'ai plus jamais arrêté. Si tu le permets, Florian, on va revenir un petit peu sur cette année. C'est en 2011 où tu as cet accident de ski, c'est cela? Exactement. Le 2 avril 2011 aux Deux Alpes, je suis arrivé avec trop de vitesse sur un big air, donc c'est un saut à ski dans un snowpark. Et j'ai mal atterri, je me suis cassé les cervicales. À ce moment-là, tu te dis quoi? Bah alors à ce moment-là déjà, moi j'ai perdu connaissance après la chute. Quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que je partais en hélicoptère, que j'allais me faire opérer, enfin que vraiment quelque chose de grave m'arrivait. Derrière, je me suis fait opérer et quand je me suis réveillé en réanimation, je me souviens très bien des mots du chirurgien qui m'annonçait que j'allais avoir des séquelles irrémédiables et que je remarcherais plus, quoi. Donc voilà, sur le coup, moi j'ai refusé le diagnostic du médecin en me disant qu'il se trompait, mais petit à petit les mois ont passé et j'ai fini par accepter et j'ai appris à vivre différemment. Et avant ton accident, quelles étaient tes pratiques sportives? Alors moi j'ai grandi en montagne là, donc je pratiquais beaucoup de sports d'extérieur, donc comme je le disais déjà le vélo.
mais beaucoup le ski l'hiver, un peu de course à pied, de course en montagne, d'escalade. Donc j'étais un petit peu un touche-à-tout et j'étais déjà piqué par le sport dès mon plus jeune âge. Et donc après ton accident, j'imagine que tu te dis non, moi je vais pas me laisser abattre, je vais repartir, je suis passionné de sport et je vais essayer de refaire du sport, pas comme si de rien n'était, mais je vais essayer de refaire du sport pour vivre la vie à pleines dents, quoi. Ouais, c'est ça, je trouvais avant mon accident beaucoup de plaisir à pratiquer différents sports et quand je me suis retrouvé dans mon lit d'hôpital, une des questions qui m'a traversé l'esprit, c'est comment tu vas faire pour refaire du sport. Il va falloir que tu retrouves quelque chose, donner du sens à ta vie. Et puis je me disais quelque part, mais si tu peux plus rien faire, ça va être triste. Et donc j'ai cherché des solutions pour adapter mes pratiques sportives et revenir vers des efforts physiques. Bon, d'ailleurs, vivre la vie à pleines dents, c'est plutôt croquer la vie à pleines dents, mais tu m'as compris, Florian, je te remercie. Qu'est-ce qui fait que tu deviens le premier Européen à terminer un Ironman? C'est en quelle année tu termines un Ironman? En 12 heures, il me semble, à peu près? Non, la première fois, c'était 15 heures, à peu près, hein, quelques minutes. 15 heures. Quelques minutes près, je pense que j'avais commencé le handbike et peut-être quelques mois après, dans une discussion avec des amis, on a dit pourquoi pas faire un Ironman, mais en fauteuil, machin, tétraplégique. Et moi je leur ai dit je vais en faire un. Sauf qu'à l'époque j'étais bien loin d'avoir le niveau pour faire ça. Et puis finalement je me suis entraîné un peu comme un acharné. Et en 2017 à Barcelone j'ai réussi à boucler mon premier Ironman du coup en à peu près 15 heures. Donc Ironman, on rappelle, tu démarres, tu vas nager, tu sors, tu vas faire du vélo, tu poses le vélo et puis derrière tu vas courir. Quand on est tétraplégique, ça se passe comment? Eh ben, tu démarres en nageant, mais moi, de par mon handicap, je peux pas nager le crawl parce que j'ai pas de gainage au niveau abdominal, donc je nage sur le dos, les deux bras symétriques. Ensuite, pour la partie vélo, là, je prends mon handbike, donc mon vélo couché à bras, et ce qui se fait normalement en course à pied, moi, je le fais en fauteuil, mais un fauteuil d'athlétisme. Donc, comme vous pouvez le voir un petit peu sur les stades d'athlétisme, là, ces fauteuils avec une roue à l'avant, une petite roue, deux grandes roues à l'arrière, avec un peu de carrossage, et ça permet de rouler plutôt pas mal. C'est un déclencheur pour toi, cet Ironman? Certainement, en tout cas ça a été mon premier gros objectif, qui me semblait dur à atteindre, mais que j'ai réussi pourtant à atteindre. Et voilà, ça m'a amené à aussi découvrir la compétition de paracyclisme, et ça m'a amené vers cette pratique, et ça a été un élément déclencheur, certainement. Et qu'est-ce qui fait que tu passes de cet Ironman derrière à faire on va dire les Jeux Olympiques de Tokyo? Il y a eu du chemin entre les deux. Il y a eu pas mal de compétitions déjà au niveau français, avec mes premières Coupes de France, mes premiers championnats de France, ma première sélection en équipe de France, championnat du monde. Le premier c'était en 2018 en Italie, je me souviens très bien, j'ai fini d'ailleurs très très loin. Et à l'époque je me demandais en termes de niveau comment j'allais faire pour me rapprocher des meilleurs, et pour autant avec pas mal d'entraînement, de persévérance, j'ai réussi à m'en rapprocher jusqu'à Tokyo, arriver à remporter ma première course internationale et aller gagner la course en ligne, à la surprise un peu de tous. Est-ce que le report d'un an des JO de Tokyo, toi, ça t'a été bénéfique ou non? On sait que pour certains athlètes, ça a été compliqué à vivre, et pour d'autres, en fait, ça a été vraiment bénéfique cette année de plus pour se préparer. Moi, je fais partie plutôt du clan de ceux pour qui ça a été bénéfique, parce que tout simplement, si ça avait été en 2020, j'aurais pas eu mon ticket, j'aurais pas été qualifié et j'aurais même pas participé. Donc le report d'un an m'a permis d'aller chercher ma qualification, et en plus de progresser de manière à aller jouer les podiums, ce que j'ai fait. Donc pour moi ça a été vraiment entre guillemets une super nouvelle que ce soit reporté d'un an. Et puis derrière, c'est le début d'un peu de cette année un peu folle que tu vis. On parlait de 2022 où t'es champion d'Europe, où t'es champion du monde, et là on va arriver sur cette année 2023 maintenant, Florian, où tu vas commencer dans quelques jours ta saison du 20 au 24 avril, la première manche de Coupe du Monde en Italie, et puis on va se concentrer sur ça. Dis-moi, le Tour des Flandres du 29 avril au 1er mai,
Le Tour des Flandres en paracyclisme, ça ressemble à quoi? Alors ouais, le Tour des Flandres, c'est quelque chose de mythique dans le vélo. Et là, en paracyclisme, on aura un parcours, on va dire, bien moins long que le classique. Mais ça va être une course de 70 km avec 40 km plutôt plat au début. Et puis sur les 30 derniers kilomètres, on va prendre des monts flandriens. Donc ça va être quelque chose quand même de spectaculaire et difficile. Monter ces monts à la force des bras, c'est pas long, mais c'est raide et donc ça va être une belle course. Des monts pavés que tu vas monter? Alors je crois qu'il y a quelques monts pavés, mais pas, enfin, on va dire avec des bons pavés entre guillemets, pas les plus mauvais, pas les plus méchants. Mais en handbike, en fait, on n'absorbe pas du tout les vibrations. On prend tout dans le dos vu qu'on a le dos directement sur le carbone. Donc on est encore plus remué que sur un vélo classique. Donc ça va être dur. Tu t'es préparé à monter des monts pavés, à rouler sur des pavés? Alors malheureusement il y en a pas beaucoup dans l'Oisans. Donc c'est pas ma spécialité. Mais j'ai déjà eu l'occasion de rouler un petit peu sur des pavés et je sais que c'est pas évident, mais ça se fait. Donc voilà, va falloir serrer les dents et faire du mieux que je peux, quoi. Tu as hâte de te dire je vais faire le Tour des Flandres? Ouais, carrément. Ouais, c'est quelque chose. Je l'ai jamais faite. Je crois que en paracyclisme, c'est sorti en 2018, ça a été peut-être annulé en 2020, 2021. Donc voilà, c'est une épreuve récente, mais j'ai hâte de la faire. Alors, je le disais, hein, il y a dans quelques jours cette première manche de la Coupe du Monde que tu vas faire en Italie. Il y a plusieurs manches de Coupe du Monde en paracyclisme. Mais là, c'est marrant de se dire que en paracyclisme, il y a aussi le Tour des Flandres. Aujourd'hui, pour les paracyclistes, il existe quoi comme épreuve mythique sur la route pour les valides qui sont aussi qui sont aussi faites par les paracyclistes? Il y a que le Tour des Flandres ou il y a d'autres épreuves? Non, effectivement le Tour des Flandres c'est la seule aujourd'hui. Nous ce qui importe le plus c'est les mondiaux, bien sûr, avec le maillot de champion du monde. On a les Jeux paralympiques qui nous mettent en avant et après c'est les manches de Coupe du Monde exclusivement. Sinon, on n'a pas et c'est dommage. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas des courses, des Milan-San Remo ou des choses comme ça, bien sûr, sur des formats adaptés, mais qu'il n'y ait pas plus de courses valides qui soient repris en paracyclisme. On va parler des Jeux Olympiques dans quelques minutes, juste après, mais je veux juste qu'on insiste sur cela, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un combat pour les paracyclistes d'avoir des courses? Je sais pas, on parle du Tour des Flandres, mais Paris-Roubaix peut-être, un Liège-Bastogne-Liège aussi, dans des formats forcément réduits, adaptés à votre pratique. Est-ce que ça c'est un combat qui est mené ou qui peut être mené? Je pense pas que ce soit encore un combat très mené aujourd'hui, mais en tout cas moi si j'ai un message à faire passer aux organisateurs de courses, ce serait d'aller dans ce sens-là parce que c'est génial et on pourrait profiter en organisant des courses peut-être quelques jours avant ou quelques jours après les valides, du même terrain sur des formats adaptés, et ça aiderait à amener de la visibilité sur une pratique encore trop peu connue. Et justement, hein, c'est très important d'avoir cette visibilité. Toi, aujourd'hui, quels sont les objectifs de cette saison? Qu'est-ce que tu vises très clairement? Tu parlais des championnats du monde. Il y a les gros championnats d'Europe et championnats du monde qui vont arriver plus tard dans l'année. Je crois que pour toi, ça va être vers le mois d'août. Hein. Exactement, ce sera au mois d'août, donc à Glasgow pour les mondiaux et les Europes aux Pays-Bas. Et ce sera en fait surtout les mondiaux, le principal objectif de ma saison. Où surtout je vais mettre un point d'honneur à faire le meilleur contre-la-montre que je peux, puisqu'aujourd'hui j'ai déjà remporté un maillot sur la course en ligne et le relais, et il me manque que le contre-la-montre au palmarès, donc ce serait vraiment l'idéal d'arriver à décrocher le maillot sur cette épreuve. Et est-ce que tu as des spécialités, toi? C'est-à-dire, est-ce que quand c'est plus plat, ça va être plus pour toi? Est-ce qu'on peut aussi avoir des paracyclistes qui sont plus attiré, on va dire, vers des parcours plus vallonnés, peut-être plus montagneux? Ouais, alors moi de base j'étais plus grimpeur, je pense, par mon gabarit et puis aussi par l'environnement dans lequel j'ai grandi, sachant que là dès que je vais m'entraîner, je prends des cols, que je parte à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça monte de partout. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on avait rarement des courses très difficiles en termes de dénivelé.
et souvent c'est assez plat, et donc je me suis depuis 2-3 ans, je me suis vraiment entraîné pour rouler plus fort sur le plat, et aujourd'hui on va dire que je suis plutôt polyvalent. Paris 2024, Florian, on va en parler. Ça t'évoque quoi ? C'est le gros événement dont tout le monde parle aujourd'hui, que ce soit dans la famille, les proches, au niveau des médias. Quand moi je parle de sport, tout le monde parle de Paris 2024, donc forcément j'ai à cœur de briller sur cet événement. Et tu as un objectif sportif ou un peu au-delà ? Vraiment, l'objectif personnel, c'est vraiment de faire le meilleur de ce que je peux faire, mais j'aimerais arriver à faire au moins aussi bien que ce que j'ai fait aux Jeux à Tokyo. Ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est mon objectif. Ton leitmotiv, quand on regarde sur ton site internet, Florian Joigny, je n'arrête pas quand je suis fatigué, j'arrête quand j'ai fini. Ouais. C'est ce qui te guide chaque jour ? Bah ouais, chaque jour j'essaie de faire le maximum, d'aller pleinement dans mes entraînements. Mon entraîneur m'envoie mes séances, de les faire du mieux que je peux, et ce qui me motive, c'est d'arriver à toujours progresser aussi, et voilà, de pas rester sur des acquis et toujours aller chercher la marche au-dessus. Une semaine typique d'entraînement chez Florian Joigny, ça ressemble à quoi ? Alors c'est très aléatoire suivant les semaines, mais globalement c'est entre 15 et 20 heures de vélo, avec des sorties longues, mais aussi pas mal de sorties courtes d'1h30, 2 heures, avec beaucoup d'intensité. Donc ça peut parler aussi aux cyclistes qui ont l'habitude de faire du vélo. On va dire les cyclistes valides qui ne font pas autant de cyclisme, et toi c'est un programme de dingue que tu t'infliges quand même pour être un cycliste de haut niveau. Ouais, je roule beaucoup là, je dois être à 5000 km à peu près depuis le début de l'année, donc mine de rien on fait des bornes, et puis après je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec les entraînements des cyclistes valides, ouais, dans les intensités, c'est un peu adapté, mais ça se ressemble. On revient sur Paris 2024 un petit peu pour terminer. Florian, aujourd'hui, comment ton projet sportif il est financé ? Est-ce que ce sont des partenaires privés que tu vas chercher pour que tu te concentres à 100% sur la préparation des Jeux Olympiques ? Et comment ça se passe ? C'est ça, moi je mène un peu ma carrière de sportif comme un entrepreneur quelque part, et j'ai su et j'essaie de m'entourer de partenaires privés qui me permettent de pratiquer mon sport et d'en vivre. On a aussi un petit peu des aides de la Fédé, mais majoritairement aujourd'hui, moi c'est mes propres partenaires, qui me permettent d'aller sur les compétitions, de concourir, d'avoir mon matériel et de vivre. Ça a été difficile de trouver ces partenaires privés pour te lancer, en tout cas au début. Je suppose que depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, ça doit être un peu plus simple. Ouais, bien sûr, au début c'était très compliqué déjà de trouver un partenaire, d'avoir de la crédibilité quand on a peu de résultats, quand on débute, quand on est jeune, en plus en handisport c'est peu médiatisé, donc ça fait pas forcément rêver les entreprises. Et puis avec les résultats qui viennent, et notamment les Jeux, effectivement ça a bien facilité les choses. Florian Joigny, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. On rappelle, dans quelques jours, le début de ta saison avec une première manche de Coupe du Monde en Italie, et puis à la fin du mois, le Tour des Flandres, et on espère que ça va t'emmener jusqu'au championnat du monde avec ce titre que tu attends en contre-la-montre, et surtout jusqu'à Paris 2024. Merci Florian. Merci Guillaume. Et puis on se retrouve nous dans Vélo Podcast dans quelques secondes avec une signature au début du mois d'avril qui a fait parler, celle d'Audrey Cordon-Rago chez Human Power Health. On va comprendre un petit peu les dessous de sa signature. À tout de suite. Dans ce Vélo Podcast, on va revenir sur un des transferts qui a marqué ce début du mois d'avril avec la signature de la championne de France Audrey Cordon-Rago dans l'équipe Human Powered Health. C'est un transfert qui est arrivé au début du mois d'avril après une histoire assez rocambolesque avec son équipe précédente, la ZAF Cycling Team. Et pour en parler, le spécialiste du cyclisme féminin dans Vélo Podcast, c'est Julien Després. Salut Julien.
Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, Julien, on va revenir un peu sur cette affaire qui a été assez rocambolesque pour Audrey Cordorago. C'est une affaire déjà en plusieurs étapes. On va rappeler un petit peu, c'est que Audrey Cordorago, elle était déjà la figure de proue et la tête du projet de la B&B Hotel Femmes, projet qui a capoté au mois de décembre. Il a fallu qu'elle retrouve une équipe en urgence, tout simplement. Elle est tombée dans une équipe, et on va en parler un petit peu de cette équipe ZAF Cycling Team, l'équipe espagnole. Elle a été transférée, elle a signé dans cette équipe-là. Et puis en fait, c'est parti très vite en cacahuète un peu dans cette équipe, et elle a résilié son contrat le 2 avril pour signer le 6 avril derrière à la Human Powered Health, qui lui a permis derrière, avec cette signature, de participer à Paris-Roubaix où elle termine 35e. Déjà, on va revenir sur le commencement, sur le début de la saison pour Audrey Cordorago. Julien, le projet B&B qui capote, et derrière sa signature chez ZAF, un petit peu comment ça se passe. Explique-nous un petit peu, et qui est cette équipe ZAF ? Alors, ZAF est une équipe qui à la base était un club l'année dernière en Espagne, sponsorisé par le petit-fils d'Abdelkader ZAF, connu dans le monde du cyclisme comme étant un Africain algérien qui avait participé au Tour de France. Sa famille a décidé de mettre de l'argent dans le cyclisme avec l'ambition de monter une grosse équipe. Bon, pas pouvoir tout de suite monter en World Tour, vu que la règle fait qu'on ne peut plus monter en World Tour en création d'équipe, mais qui annonçait un budget annuel de 4 millions d'euros et donc a profité de la défection de B&B Hotel pour récupérer quelques coureurs qui étaient prévus d'y aller, dont Audrey Cordorago, la Bretonne Lucie Jounier, Maggie Colsleister qui était prévue là-bas, Franzi Prone qui était aussi prévu là-bas. Donc ils avaient récupéré quelques coureurs qui étaient prévus chez B&B Hotel. Tu parles de 4 millions d'euros en budget pour l'équipe ZAF. 4 millions d'euros chez les femmes, ça représente quoi ? T'es à hauteur de quelle équipe et tu peux viser quels objectifs normalement avec 4 millions d'euros ? 4 millions d'euros, c'est super conséquent pour une équipe. De tête, la FDJ, ça doit être 6 millions d'euros annuels. Une équipe World Tour, la FDJ Suez. Si tu construis un bel effectif, ça te met une équipe top 10 mondial UCI à la fin de la saison. Donc, Audrey Cordorago se retrouve dans cette équipe ZAF qui, on va dire... a une devanture de magasin qui est très belle. D'ailleurs, Audrey Cordorago qui effectue quelques bons résultats dans ce début de saison, dans les 3 premiers mois de ce début de saison 2023, 3 premiers mois où elle est chez ZAF. On pense notamment à sa 3e place dès son premier jour de course à la Women's Cycling Pro Costa d'Almeria. Dans la campagne de Flandrienne, elle fait 3e du Omloop Van Het Hageland, elle fait 4e du Samin des dames, elle fait 4e du Tour de Normandie. Mais en fait, Audrey Cordorago, elle va très vite déchanter dans cette équipe ZAF. Tu peux nous expliquer un petit peu, notamment quelques histoires de pépettes qui sont arrivées, il me semble. Alors, donc Audrey Cordorago et tous ceux coéquipières, si on va parler d'Audrey en tête d'affiche, mais c'est le cas pour toutes ses coéquipières, ont touché aucun salaire entre le 1er janvier et le 31 mars. Aucun salaire, aucun frais de déplacement remboursé. Donc un petit peu situation catastrophique financièrement pour toutes les filles de l'équipe, avec demande auprès du CI de déblocage de la caution bancaire. Ça correspond à 3 mois de la masse salariale de toute l'équipe pour pouvoir payer ses filles. Donc procédure d'urgence pour au moins toucher les 3 premiers mois de salaire. Audrey là-dessus a vu aussi les conditions de l'équipe qu'elle décrit elle-même, et c'est vrai que pour l'avoir vu, il y a des équipes de N1 voire N2 féminines qui sont beaucoup mieux loties que cette équipe-là. Pour parler de ce déblocage auprès de l'UCI, c'est un levier qui peut être donc utilisé s'il y a au moins 3 mois d'impayés, c'est ça ? C'est 3 fois effectivement, tu peux débloquer ce levier après 3 mois d'impayés sur les salaires. Et c'est à la demande des coureurs auprès de l'UCI qui entame une procédure pour que cette somme soit versée par la fédération nationale de l'équipe. Donc là, c'est la fédération espagnole qui détient les fonds, qui doit verser aux coureurs et au staff impliqués pour ces mois de salaire. Donc, on est fin mars. Et puis ben là, l'inéluctable arrive, Julien. Audrey Cordorago, elle décide de quitter l'équipe ZAF, elle est plus payée, elle décide de rebondir. Mais tu peux expliquer un petit peu pourquoi il a fallu qu'elle attende le début du mois d'avril aussi pour rebondir ? Normalement, il y a une clause dans l'UCI
qui est que si tu quittes une équipe en cours de saison, première partie de saison, tu dois attendre le 1er juin de l'année pour pouvoir t'engager avec une nouvelle équipe. C'est une règle du CI parfois un peu trop stricte. C'est pour ça qu'elle doit attendre de début avril. Il y a eu quelques tractations, déjà en arrière cours pour déjà essayer de lui retrouver une équipe. Après, l'UCI a débloqué la situation, a certainement même dû créer une jurisprudence avec ça, hein, et à mon avis ça va être une jurisprudence cordon sur cette histoire-là. Pour les coureurs dans des équipes en difficulté, n'est plus le besoin d'attendre l'ouverture de la fenêtre de transfert en cours de saison pour pouvoir signer dans une nouvelle équipe. Et quand elle quitte l'équipe ZAF, quelle solution est là? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, je crois qu'il y a une histoire d'attendre telle date pour évoluer en World Tour ou non? Alors, elle devait attendre le 1er juin pour évoluer en World Tour, avec donc la possibilité éventuellement de se réengager dans une continentale, qui n'était pas trop l'envie d'Audrey visiblement. Donc elle devait effectivement attendre le 1er juin, date d'ouverture des signatures en cours de saison pour le World Tour. Et pourquoi le Human Power Health finalement? C'était le projet qui lui plaisait le plus, et puis retourner en World Tour. Après 3 premiers mois de galère, retourner en continental, elle a l'opportunité de retourner le Human Power Health, qui lui proposait déjà un beau programme, donc elle va pouvoir refaire les belles courses du World Tour, et surtout le sponsor Human Power Health s'intéresse beaucoup à la santé des athlètes, pas que cyclistes, et a été surtout très touché par l'histoire d'Audrey Cordon-Rago, victime de son AVC au mois de septembre. Ah, on le rappelle, hein, Audrey Cordon-Rago qui n'a pas effectué la fin de saison 2022. Son dernier jour de course en 2022 à Audrey Cordon-Rago, c'était fin août, début septembre, où elle fait 2e de la CIMAC Ladies Tour, avec une victoire d'étape notamment. Elle était à ce moment-là dans l'équipe Trek Segafredo. Il y avait 0 chance qu'elle retourne dans la Trek Segafredo notamment. Et les bruits disent qu'elle ne devait pas être renouvelée. Après, ça reste que des bruits non officiels. Je pense que la Trek Segafredo a surtout repris un nouveau cycle en reprenant beaucoup de jeunes. Donc je pense qu'il voulait aussi marquer le coup de jeune en écartant des coureurs un petit peu plus âgés, pas forcément usés sur le vélo, mais un peu plus âgés comme Audrey Cordon-Rago et Chloé Hosking. Et est-ce que ça a été facile pour Audrey Cordon-Rago, de retrouver une équipe? Est-ce qu'elle avait de nombreuses propositions à la fin de cette aventure ZAF? Là, en ce mois d'avril, elle a eu des propositions. Elle n'a pas voulu dire les équipes qu'il avait contactées, ce qui est normal vis-à-vis de sa nouvelle équipe. A priori, il y a des gens qui s'étaient intéressés à elle, à SO, essayaient aussi de pousser dans certaines équipes pour qu'elle y aille. Donc, je pense qu'elle serait pas restée longtemps sur le carreau quand même. C'est Audrey Cordon-Rago. Hein. Oui, mais c'est quand même Audrey Cordon-Rago qui, aujourd'hui, est la championne de France, qui est aussi une vraie porte-parole du cyclisme français, puis du cyclisme au niveau international aussi. Elle a une voix qui porte de plus en plus. Elle a un gros caractère qui peut aussi, j'imagine, Julien, peut-être un petit peu freiner certaines équipes, mais au-delà de ça, c'est quand même une fille qui est passée par des étapes incroyables dans tous les sens du terme. Finalement, ces derniers mois, entre son AVC, entre son rebond, elle devait avoir ce projet BNB. Finalement, elle signe chez ZAF, il y a eu des impayés de salaire. Elle démissionne de chez ZAF, rupture à l'amiable, en tout cas, je pense, début avril, et puis elle rebondit très rapidement dans une équipe Human Power Health, qui a, je vais pas dire flairé le bon coup de com', mais qui en tout cas a engagé Audrey Cordon-Rago pour Paris-Roubaix et qui a fait une com' incroyable autour d'Audrey Cordon-Rago pour mettre aussi en valeur l'équipe. C'était un beau coup de com', ça a permis qu'on reparle de l'équipe en début de saison, même s'ils font un début de saison plutôt raisonnable. Ils gagnent notamment sur le Tour Down Under. Après, Audrey, ça peut être une pourvoyeuse de victoires et de points UCI nécessaires au maintien au World Tour en fin de saison. Donc, à l'instar des hommes, c'est calculé sur les 2 dernières années le classement. Donc, ça peut aussi être intéressant pour Human Power Health d'avoir une coureur avec des points. Avec Audrey Cordon-Rago qui était dans le top 30 mondial l'année dernière, avec la Trek Segafredo qui était la meilleure saison de sa carrière, et elle a déjà bien redémarré 2023. On espère pour elle qu'elle va lever les bras dans cette année 2023. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais c'est tout ce qu'on espère pour Audrey Cordon-Rago, qui a une force de caractère assez incroyable. Et si elle écoute Vélo Podcast, on la salue parce que on lui souhaite vraiment tout le bien pour les prochaines semaines. Merci Julien d'avoir été avec moi. C'était toujours un plaisir. Et oui, on va revenir, Julien, tu vas revenir dans pas longtemps dans Vélo Podcast parce que
On débriefera bien évidemment Liège-Bastogne-Liège, mais on parlera aussi du Tour d'Espagne féminin qui arrive dès le début du mois de mai, juste avant le Giro homme. On pourra en parler un petit peu de ces deux courses qui seront déjà importantes dans le calendrier. Merci Julien, et puis à très bientôt. À très bientôt. Allez, Vélo Podcast, c'est pas terminé, on va retourner chez les hommes avec un petit dossier de sortie de derrière les fagots. Si je vous dis un certain Pat, un Belge, qui est un peu en difficulté, qui est un peu en bout de course, qui fait penser un peu à Jean-Michel Aulas à l'Olympique lyonnais. Je pense que vous savez de qui je parle. Allez, à tout de suite. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le pas rappeler. Allez, pour terminer ce podcast, on va parler un petit peu d'une équipe belge qui est un peu en difficulté, notamment sur la campagne de Flandrienne, la Soudal Quick-Step. On va parler notamment de son manager Patrick Lefebvre, et pour en parler, on part directement en Belgique et on accueille avec nous Sébastien Claus. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous êtes journaliste pour Sudinfo et Le Soir. Merci beaucoup de répondre un peu à Vélo Podcast. Bon, Patrick Lefebvre, on voudra en parler un petit peu quand même parce que il est au centre de nos discussions ces dernières semaines, et plus particulièrement la Soudal Quick-Step. On a débriefé pas mal les Flandriennes dans Vélo Podcast, et puis on a vu tout simplement que cette campagne de Flandrienne quand même que vient de traverser l'équipe de Patrick Lefebvre, elle est assez catastrophique pour cette équipe, non? Ouais, elle est pas bonne, ça c'est sûr. Elle est même plutôt dramatique puisqu'ils n'ont jamais pesé sur la moindre course pavée, que ce soit depuis le Nieuwsblad jusque Paris-Roubaix. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de les voir aussi peu, entre guillemets, sur ces courses-là. Le seul qui a peut-être plus ou moins surnagé par rapport au groupe, c'est Tim Merlier, le champion de Belgique. Donc c'est sa première année chez Soudal. Il était dans l'échappée en Game. Il s'est montré sur ses courses, mais globalement, c'est sûr que les leaders sont décevants. Casper Asgreen, par exemple, ok, il anticipe très bien le coup sur le Tour des Flandres, mais c'est tout. Il joue de malchance sur Paris-Roubaix, mais qu'on peut expliquer tout par la malchance. C'est pareil pour Yves Lampaert qu'on n'a pas vu. Donc Davide Ballerini a réussi à tomber pour un sprint pour une 40e place sur la ligne droite d'Audenarde. Donc oui, on va dire que très globalement c'est un peu catastrophique. Ouais. Quand on voit que le meilleur Soudal Quick-Step à Paris-Roubaix termine 23e sur le Vélodrome, qu'au Tour des Flandres, oui, ok, Casper Asgreen termine 7e à Audenarde, mais que il ne pèse pas sur la course. C'est quoi? C'est un vrai déclassement de la Quick-Step sur les classiques pavés? Ouais, je sais pas si on peut parler de déclassement parce que cette équipe a toujours le pavé dans son ADN, elle l'aura toujours, c'est inscrit dans son histoire, dans son patrimoine, mais simplement il faut aussi se dire que c'est une équipe qui fait une mue progressive et qui peut-être se marque d'un coup ce printemps-ci. Une mue parce qu'elle a un talent énorme, pur, et qui est voué à encore de plus grandes choses que ce qu'il a déjà fait, qui est déjà énorme, c'est Remco Evenepoel. Et donc l'équipe, elle migre aussi vers d'autres horizons. Elle a d'autres coureurs qui sont capables de gagner ailleurs que sur les simples pavés. Faut se souvenir qu'il y a une époque pas si lointaine où Quick-Step c'était les cannibales des Flandriennes. Et puis après Roubaix, on les voyait plus du tout, que ce soit sur l'Amstel, que ce soit sur la Flèche, que ce soit sur Liège. Puis il y a eu Julien Alaphilippe, et donc là on les a vus sur les classiques ardennaises et sur les Flandriennes. Désormais, on les voit sur les épreuves d'une semaine ou sur les grands tours, sur les classiques, on va dire ardennaises, mais on les voit moins sur les pavés. C'est une évolution. Il faut se dire aussi que c'est une équipe qui a déjà gagné 18 fois cette année. Donc c'est pas comme s'ils étaient inexistants partout. Simplement, ils ont peut-être mis des forces sur d'autres plans. Et le groupe qui va entourer Remco Evenepoel sur le Giro en est la preuve. Les objectifs ont peut-être été un petit peu modifiés et désormais recentrés sur d'autres causes. Et les grands tours en font partie, ou les grands monuments, je dirais, type classique, Ardennes ou la Lombardie, par exemple. Alors on va en parler un petit peu, notamment de cette mue de l'équipe Quick-Step, mais je voudrais juste qu'on revienne quand même sur ce qui a fait quand même l'ADN de cette équipe pendant de nombreuses années. Quand on est Patrick Lefebvre, quand on est la Quick-Step, est-ce qu'on se contente de jouer le top 10 sur le round et on veut jouer plus quand même, non? Oui, évidemment. Je pense que Casper Asgreen a quand même réussi à battre Mathieu Van Der Poel au sprint du Tour des Flandres. Je pense que quand on a dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je veux dire, des coureurs de talent, ils les ont. Les coureurs qu'ils ont dans l'équipe, il y a 2 ans, ils claquent des victoires. Donc, ils sont pas devenus mauvais dans le doigt. Il y a des choses qui expliquent de la malchance, des chutes, un printemps perturbé. Évidemment, ça suffit pas. C'est clair que ce qu'ils ont fait sur ces classiques ne suffit pas. Il est le premier à le reconnaître. Mais voilà, il tempère cet avis en disant 2 choses, Patrick Lefebvre. Il dit toujours, je tirais le bilan du printemps
au soir de Liège-Bastogne-Liège. Ça, c'est la première chose. Et l'année dernière, c'est déjà ce qu'ils avaient fait. Et on se souvient qu'il avait fallu attendre la victoire de Remco à Liège pour colorer le bilan. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit, moi, je regarde mon bilan et j'ai déjà 18 victoires cette année. Il y a des équipes qui n'en ont pas une seule. C'est pas faux. Donc voilà. Il arrive à nuancer son printemps là-dessus, même si, oui, globalement, et il est le premier à le reconnaître, son équipe n'a pas été présente sur les pavés. Maintenant, j'ai envie de poser la question tout à fait autrement. Quelle équipe a été présente sur les pavés, à part la Jumbo, sur toutes les courses sur les monuments, et sur les monuments, Pessine d'un côté et UAE de l'autre. En effet, après, pour la Quick Step, on a quand même eu l'habitude de voir une équipe qui trustait la victoire à chaque fois, qui au moins était candidat à la victoire à chaque fois pendant de nombreuses années, même ces dernières années, tout le temps, à chaque fois, la Soudal Quick Step jouait la victoire. Là, on n'a pas vu une seule fois pratiquement la Soudal Quick Step, ne serait-ce que espérer jouer la victoire. À chaque fois, quand il se présentait au départ, on ne mettait jamais un Soudal Quick Step dans les favoris, on va dire 3 étoiles, pour jouer la victoire. Non, mais c'est ça aussi, c'est la grosse différence, c'est que vous avez, en tout cas pour reprendre par exemple l'exemple du Tour des Flandres, vous avez 3 coureurs qui sont au-dessus du lot, indiqués comme tels et qui dans les faits le sont. Et puis derrière, vous avez plus personne. Et ces 3 coureurs-là, il y en a aucun qui est dans la formation Soudal Quick Step. Le seul qui aurait dû émerger dans ce rang, c'est Julien Lafilippe, mais le Français n'est pas au niveau pour le moment. Il a gagné en début de saison, mais il est tombé sur le Tour des Flandres, il s'est blessé au niveau du genou gauche et ne peut défendre ses chances. Donc quand vous avez votre principal leader qui n'est pas là, c'est quand même très difficile de remanier une équipe autour de, si vous voulez, vous avez un grand leader et des très bons coureurs, mais qui sont quand même pas des gagneurs absolus. Je veux dire, Yves Lampaert, c'est pas quelqu'un qui va truster tous les monuments, c'est pas Wout van Aert ou Mathieu Van Der Poel. Donc voilà, ils ont perdu leur grand leader, celui qui avait fait du Tour des Flandres son objectif, et ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et ce qu'ils avaient, on va le dire, a été décevant. Alors pour la Soudal Quick Step, c'est vrai, on a parlé il y a quelques secondes d'une équipe qui était performante au niveau des Flandriennes, de la campagne des classiques printanières, et puis après le reste de la saison, c'était surtout tourné au niveau de leurs sprinters, de leurs force sprinters. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau des Flandriennes, ils sont plus en retrait, qu'ils jouent plus les classements généraux avec la pépite Remco et Evenepoel. Il y a toujours cette force au niveau des sprinters, avec cette année le recrutement de Tim Merlier et puis Fabio Jacobsen qui est revenu au top niveau, qui est au moins l'un des 2-3 meilleurs sprinters mondiaux, pour pas dire le meilleur sprinter au monde. Sébastien, aujourd'hui, on a une équipe Soudal Quick Step qui, avec l'avènement de Remco et Evenepoel, est beaucoup plus tournée vers les courses par étapes quand ils ont vu qu'ils avaient une telle pépite dans leur équipe. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire, on est en train de tourner progressivement l'équipe vers lui. Ouais, forcément, quand vous avez un champion du monde, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur de la Vuelta, ce serait dommage de pas faire un accompagnement qui lui correspond. Donc oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et comme vous le disiez, ils ont des chances au sprint, ils ont des très bons coureurs. Je pense que Jacobsen, c'est quand même le champion d'Europe actuel, même s'il est dans une passe un petit peu plus difficile pour le moment, ça reste quelqu'un qui, en termes de puissance, est peut-être l'un des meilleurs du peloton. Tim Merlier prend tout son envol et montre toute l'envergure de son talent à 30 ans quand même déjà chez Soudal. Et il y a encore en plus Ethan Verdon, l'anglais, qui est très rapide au sprint. Donc de ce côté-là, ils sont plus que parés. Et niveau montagne, oui, ils sont en train de faire un bloc entre guillemets autour de Remco Evenepoel. J'en veux l'exemple, par exemple, de Jan Hirt, qui était chez Intermarché Circus Fonty l'année dernière, qui fait de mémoire 7e du Giro, en tout cas top 10, qui est passé à l'hiver ici chez Soudal, et dont la mission va être claire, accompagner le plus longtemps possible Remco dans les pourcentages du Giro. C'est pas le seul, hein. Il y a des coureurs comme Fausto Masnada qui fait aussi 2e de mémoire, je dis vraiment de mémoire, mais 2e il me semble de la Lombardie. Et qui est là en rôle de lieutenant pour Remco. Donc c'est vraiment des coureurs qui ont du talent, des coureurs qui peut-être dans d'autres équipes pourraient être leaders sur les classiques ou sur des tours. Jan Hirt, il pourrait être leader d'une équipe sur un Tour d'Italie, mais qui ici va se mettre au service d'un autre talent, et le talent, c'est Remco. Il y a aussi Mauro Schmitz, le Suisse. Donc oui, voilà, c'est vraiment un groupe qui se forme tout doucement autour de
autour du champion du monde. On parlait de Julien Alaphilippe, on va insister un petit peu plus sur lui. Comment, en Belgique, comment est vu Julien Alaphilippe, qui était double champion du monde avant le titre de Remco Evenepoel en fin de saison dernière, comment est vue sa situation en Belgique? Du côté de la France, on a l'impression que Patrick Lefebvre essaye de le pousser vers la sortie. On sait que il est... alors, en fin de contrat, en fin de saison, là, 2023, mais avec une année qu'il peut activer, une option, une année supplémentaire qu'il peut activer pour rouler une saison de plus avec la Quick Step. Il peut aussi partir en cette fin de saison de 2023. Il y a des rumeurs qui l'envoient notamment à la Total Energy. Comment il est vu, Julien Alaphilippe? Est-ce que on se dit en Belgique, bon, Lefebvre, faut qu'il mise tout sur Evenepoel, quitte à écarter Julien Alaphilippe, ou alors non, on essaie de l'encourager et on sait qu'il est dans une mauvaise passe lui aussi? Ouais, Alaphilippe, il n'a que 30 ans, hein, donc il est loin d'être fini, et ça reste un talent énorme. Il l'a montré, il a déjà gagné cette saison à l'Ardèche Classique. Donc c'est pas quelqu'un qu'on va ranger d'un coup parce qu'il a un coup de moins bien. Simplement, et c'est vrai, il les cumule. Depuis sa grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière, c'est compliqué. Alors, comme vous le disiez, Patrick Lefebvre a sa manière de communiquer, ça a toujours été le cas. Il a toujours aussi utilisé les médias et les petites phrases parfois assassines qu'il sait distiller avec son art de sortir les bons mots quand il le faut pour, on va dire, remotiver ses troupes et peut-être piquer au vif ses coureurs. Il l'a toujours fait, ça a souvent marché. À mon avis, il lise encore ce biais ici avec son français. De là à dire qu'il le pousse vers la sortie, est-ce que ça fait partie de la stratégie ou pas? Il faudrait lui demander, mais c'est sûr que c'est un jeu. C'est un jeu et il attend plus de son coureur. Mais ça, à la limite, je pense que vous soyez français ou belge, vous pouvez le comprendre. À partir du moment où vous avez un leader qui est bien payé, qui doit porter l'équipe, vous attendez à ce qu'il marche. Voilà. Et ça, il le dit. La différence entre Patrick Lefebvre et les autres managers d'équipe, peut-être, c'est que lui est parfois peut-être un peu plus cash dans sa communication et qui dit clairement, ben voilà, moi je paye Alaphilippe autant et quand je mets autant sur la table, je veux qu'il y ait autant de résultats. Lui, il le dit, d'autres seront peut-être plus diplomatiques. Mais voilà, ça fait partie du jeu et ça fait partie de sa communication. Il l'a toujours fait, il le faisait déjà avec Paolo Bettini à l'époque. Donc ça me choque pas outre mesure. Et c'est un vieux briscard, hein, Patrick Lefebvre. C'est pas la première année qu'il dirige une équipe. Donc il a l'habitude de ça. Oui, d'ailleurs, il avait dit de Julien Alaphilippe, je ne le paye pas pour préparer les championnats du monde. Hein. Il avait d'ailleurs dit ça avant le mondial en Australie où Remco Evenepoel avait été titré. Mais on sait que Julien Alaphilippe, c'est aussi une certaine part dans la masse salariale de la Soudal Quick Step et que si demain on veut entourer Remco Evenepoel encore un peu plus sur les courses par étapes et entourer le groupe course par étapes, le groupe sprinter, grimpeur autour de Remco Evenepoel, si Julien Alaphilippe vient à partir, vient à ne pas activer cette année supplémentaire, ça fera de l'argent pour recruter non pas peut-être un coureur, un top coureur, mais peut-être 2-3 coureurs qui pourraient justement être dans la garde rapprochée de Remco Evenepoel. C'est aussi peut-être une tactique de Lefebvre. Oui, bien sûr, mais encore une fois, il n'a pas raison. On pose la question, je ne dis pas qu'il doit le faire ou ne pas le faire, mais à partir du moment où vous avez un talent comme celui qu'il a là, qui est façonnable, qui représente l'avenir et qui va découvrir l'année prochaine le Tour de France selon toute vraisemblance puisqu'il va enquiller avec les Jeux Olympiques, est-ce que c'est pas l'idéal de le mettre dans les meilleures conditions et de bâtir autour de lui? Est-ce qu'on se pose la question en Belgique? Écarter Alaphilippe pour mettre tout sur Evenepoel? Disons que, encore une fois, Patrick Lefebvre, il a toujours joué avec les médias pour aussi dire qu'il n'avait plus d'argent, que les situations étaient compliquées. Et il a toujours trouvé des nouveaux sponsors, parfois tout à fait à côté de chez lui, comme ce fut le cas avec De Koning, parfois beaucoup plus loin. Il joue avec ça. C'est son art, c'est qu'il arrive toujours à retomber sur ses pattes et qui crée des armadas. Chaque année, on dit, oulala, l'équipe est moins forte. Et chaque année, ils sont quand même encore une fois monstrueux. Alors, cette année, je suis moins d'accord avec cette observation puisque c'était plus compliqué sur les pavés, mais globalement, c'est ça. Alors, est-ce qu'il doit pousser le Français vers la sortie pour consolider son effectif? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions peut-être intermédiaires? On sait que c'est une équipe qui roule aussi beaucoup à la prime de victoire, donc à des salaires qui sont parfois un peu réduits en fonction du résultat, avec beaucoup de bonus. C'est ce qu'il avait fait notamment avec Philippe Gilbert à l'époque où Philippe Gilbert sortait de chez BMC.
il l'a pris chez Quick-Step et il était payé, Philippe, à un salaire assez réduit, mais à la prime. C'est ce qu'il a fait avec Mark Cavendish aussi. Et on sait ce que ça donnait. Mark Cavendish a quand même fini maillot vert du Tour de France. Donc, c'est une solution aussi. Est-ce que je pense pas que se séparer comme ça de son joyau sous prétexte qu'il brille un peu moins, c'est la solution la plus directe. Il y a peut-être d'autres possibilités. Et encore une fois, il est tellement rusé, il a tellement l'habitude, il est tellement rodé avec tout ça, que s'il décide de lâcher le coureur français, c'est que lui est certain que l'aventure est finie. On voit souvent quand même, c'est très très rare les coureurs qui partent de la Quick-Step, quelle que soit sa dénomination, mais les coureurs qui partent de la Quick-Step et qui continuent à briller par la suite. Franchement, vous pouvez chercher, il y en a pas des masses. Le seul comme ça d'exemple que j'ai, c'est Schachmann qui était chez eux et qui est parti chez Bora. C'est le seul. Et encore qu'on voit beaucoup moins pour le moment, mais qui a quand même gagné 2 fois Paris-Nice. Mais sinon, des échecs, je peux vous en citer une dizaine. Marcel Kittel, c'est le plus flagrant, par exemple, ou Elia Viviani, enfin, vous pouvez en citer beaucoup. Donc voilà, je pense pas qu'il va tout mettre sur le côté sous prétexte de, mais oui, clairement, se séparer du français serait un plus énorme pour sa masse salariale. Ça, on va pas se le cacher. Est-ce que, pour terminer, Patrick Lefebvre en Belgique, on le voit toujours comme... allez, je vais dire peut-être comme un génie, peut-être qu'en France, nous, on le voit un petit peu plus comme quelqu'un qui paraît peut-être un peu dépassé dans sa manière notamment de communiquer, toujours la même chose. Est-ce qu'en Belgique, il a toujours un peu cette aura? Oui, tout à fait. Il l'a, et vous savez, c'est un peu, allez, un peu l'hommage, hein, je vais le dire comme ça, mais c'est un peu ça. C'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu depuis 1995, pour le dire comme vous, qui était chez Mapei à l'époque, qui a participé au fameux triplé de la Mapei sur le Vélodrome, Johan Musse, Paolo Bettini, tous ces noms, tous ces coureurs qui ont fait l'histoire, Tom Boonen. Donc c'est quelqu'un qui c'est le plus emblématique de tous les managers cyclistes. Vous prenez l'équipe concurrente en Belgique, avec des grands guillemets, concurrente, mais vous prenez la Lotto, ben les noms, ça change tout le temps chez Lotto, à peu de choses près. Il y a eu Marc Sergent, il y a eu John Lelang, maintenant c'est votre compatriote Stéphane Lelot. Donc il y a beaucoup de mouvements. Chez Soudal, Patrick Lefebvre, c'est la pierre angulaire. C'est l'homme qui garde le cap. C'est l'homme qu'on va voir, nous, en tant que journalistes, après une course. Il y a des équipes où vous n'allez pas spécialement voir le manager général de l'équipe parce que soit personne ne le connaît, soit pas quelqu'un d'emblématique. Et ben, après une course, vous allez au bus de Soudal Quick-Step, vous allez voir Patrick Lefebvre parce que vous savez que, c'est un très très bon client, et 2, il a toujours quelque chose à dire. C'est une personne reconnue, respectable, et qui incarne vraiment le vélo. Et j'ai même envie de dire qu'il incarne extrêmement fort le vélo en Flandre, où là c'est encore un degré peut-être supérieur à ce que vous pouvez connaître en Wallonie, puisque notre pays est un peu particulier, mais globalement oui, c'est le personnage central du vélo, malgré le fait qu'il a, si je ne dis pas de bêtises, 68 ans, je pense. Ouais. Patrick Lefebvre, qui est donc le patron de cette Quick-Step, Soudal Quick-Step, bon ça dépend, mais on va dire de cette formation Quick-Step depuis de très nombreuses années. Sébastien Close, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans Vélo Podcast. Vous êtes journaliste à Sud Info et au Soir. Merci beaucoup, ça permet aussi un peu de nuancer tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut se dire aussi en France autour de Patrick Lefebvre et de cette équipe Quick-Step. Ça permet de nuancer, donc merci beaucoup d'être venu. De rien. Et puis nous dans Vélo Podcast, on se retrouve dans quelques jours pour débriefer notamment Liège-Bastogne-Liège. On vous laisse pour cette semaine d'Ardennaise avec donc ce podcast en écoute. On rappelle, disponible sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes, mais aussi sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Bonne journée, bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt dans Vélo Podcast.